Donc les évolutions du scanner, juste pour rappeler des choses toutes simples, le problème du scanner qui pourrait éventuellement annoncer la fin du scanner, c'est les radiations. Et puis parce que c'est un examen très accessible, très rapide, des très bonnes performances diagnostiques. Et puis on sait dans la littérature, voilà, c'est 10% des examens radiologiques sont du scanner et représentent 58% de l'irradiation qu'on amène aux patients. L'évolution, ça a été ça qui change tout dans le renouveau du scanner. C'est la reconstruction itérative. Rien de nouveau, technique ancienne, bien connue, développée, redéveloppée par les constructeurs, améliorée, encore en cours d'évolution, qui ont l'intérêt de réduire le bruit, ne modifient pas la résolution spatiale, réduit énormément les artefacts, mais bien évidemment des contraintes, augmente le temps de reconstruction, mais là encore l'informatique s'est tellement développée qu'on a gagné ce temps-là, on l'a repris. Il y a un coût, il y a un gros coût. Alors cette réduction de l'irradiation, qu'est-ce qu'elle peut nous ouvrir pour le scanner? C'est les choses qu'on connaît. Puisqu'on diminue l'irradiation, on va pouvoir aller vers du dépistage, développer le scanner pour le dépistage, et puis permettre de faire un peu plus de pédiatrie sans être angoissé par l'irradiation qu'on amène aux enfants. Et la deuxième chose, c'est, avec des taux d'irradiation acceptables, améliorer notre imagerie, permettre de faire de l'imagerie cardiovasculaire encore plus haut de gamme, l'utiliser dans d'autres indications, notamment dans la perfusion multi-organes en routine, et puis l'abord de l'imagerie spectrale. Alors, pour le dépistage, juste un exemple, c'est donné là sur le cancer du poumon, le papier qui avait montré qu'en faisant des scanners low dose, on pouvait obtenir une diminution de 20% de la mortalité par cancer du poumon et une diminution de la mortalité globale de 6%. Alors ça, c'est un exemple de scanner très low dose. Alors, dans ces suites-là, on a mis une étude en place dans la Somme avec dépistage des cancers bronchopulmonaires par un scanner à faible dose pour voir ce que ça va donner. Donc ça a débuté en mars. Alors pour la pédiatrie, des papiers, il y en a plein. De comment faire pour essayer de réduire au maximum les doses. Il y avait un papier tout récent qui montrait comment on pouvait essayer de diminuer encore les doses. L'intérêt, bien sûr, c'est on va pouvoir peut-être éviter encore des sédations pour les patients, enfin les enfants, diminuer la quantité de produits de contraste, et puis la concentration de contraste. Bien sûr, chaque constructeur a amélioré l'optimisation pour chaque examen pour les enfants. Alors, les choses qui sont, je pense, qui vont augmenter de façon très importante, c'est tout ce qui est imagerie cardiovasculaire, perfusion et imagerie spectrale, avec, bien sûr, ces contraintes-là amènent des évolutions technologiques nécessaires pour pouvoir développer ces techniques. Alors, de multiples, je n'ai mis que 3 ici, mais bien sûr d'autres choses, la couverture anatomique, la double énergie et la résolution temporelle. Couverture technologique, c'était la bataille, on l'a tous vécu avec l'évolution du nombre de barrettes, du monobarrette à des 320 détecteurs. Donc maintenant, c'est surtout ce qui est important, c'est la couverture choisie. Donc maintenant, on a un standard 64 détecteurs, 4 cm, et puis sur ces nouveaux scanners, très très haut de gamme, 16 cm de couverture. Alors l'imagerie spectrale, dite double énergie, avec, là il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Globalement, dual source, donc 2 sources d'émission, donc 80 keV et 140 keV. Single source avec des systèmes de switch très rapides pour un haut kilowatrage et bas kilowatrage. Et puis l'apparition de détecteurs sélectifs qui permettent d'avoir des doubles couches de détection. Alors ceci va nous permettre d'avoir une imagerie standard en 80 kg, 140 kg ou autre. Et puis, avec les atténuations connues pour le calcium, pour l'eau, pour l'iode, on va pouvoir avoir des imageries standards, des imageries caractéristiques pour l'eau, l'iode. Alors ici, normalement, ça devait tourner, mais ça ne tourne pas. Donc, c'est les vitesses de rotation. Les constructeurs ont développé des machines de plus en plus rapides, avec, vous voyez, cet énorme matériel qui, normalement, tournait, avec un bruit important. Mais effectivement, quand on voit le capot ouvert, le scanner tourner, c'est très impressionnant.
On va probablement encore descendre en dessous des vitesses de 0,28 secondes sur les nouveaux scanners dans l'avenir. Je ne sais pas si ça va résister encore mécaniquement. Et puis l'autre solution, c'est la solution de certains constructeurs qui ont fait un double tube pour pouvoir, là aussi, accepter, essayer d'avoir plus d'images et donc gagner du temps. Alors qu'est-ce que ça va donner tout ça? C'est ce qu'on connaît maintenant, ce qu'on peut faire en pratique courante quand on a ce type de scanner, c'est des acquisitions conventionnelles, des acquisitions avec des réductions d'artefacts, et puis des images monochromatiques comme ici qui permettent de voir la lésion malgré le matériel. Alors on peut appliquer ça à plein d'autres choses. Un exemple typique maintenant qu'on connaît bien, nous, radiologues, c'est quand les patients ont des prothèses de hanche, on est très très gêné pour analyser le bassin, mais vous voyez ici qu'on peut très bien analyser le petit bassin. Très bien, pas trop mal. Et puis voilà, là il y a un trou noir. Et bien ici on peut, alors c'est pas très bon ici, mais je vous assure qu'on peut absolument voir ce qui se passe au niveau du petit bassin. Alors, de la même façon qu'on peut gérer les artefacts métalliques, on peut aussi gérer le matériel, mais aussi les stènes vasculaires. Donc ça va permettre d'avancer énormément, d'améliorer énormément la qualité image, avec ici un exemple d'image en VR, avec, vous voyez, 50 keb, donc très basse dose, avec un fixateur externe et les vaisseaux qu'on peut très très bien imager. Ici, toujours un même exemple, avec un contrôle d'anévrisme splénique. Ici, vous voyez qu'on a des artefacts majeurs au niveau splénique, incapables de pouvoir dire ce qui se passe au niveau du parenchyme splénique. Et ici, avec une acquisition en double énergie, on peut, je vous l'assure, voir tout à fait ce qui se passe autour de ces coils. Alors, je ne vais pas manger d'images neurologiques avec M. Prevot. Après, alors, ici, des images... une adaptation du scanner double énergie à l'embolie pulmonaire, mais on peut le faire, on adapte bien sûr pour les imageries, pour le foie, pour plein d'autres choses. Ici, vous avez un petit thrombus, la même chose ici. Sur une imagerie avec couleur de cartographie diode, vous avez ici un vide correspondant à la plage d'embolie pulmonaire, la jaune non perfusée. Alors bien sûr, là aussi il y avait des vidéos, mais ça ne marche pas. C'est toujours comme ça. Donc ici, c'était normalement une imagerie donc en un seul volume de la fonction cardiaque, avec une coronarographie qu'on voyait ici, je vous l'assure. Ici, l'imagerie fonctionnelle, cardiaque, qui tournait aussi normalement. Donc ça nous permet en un seul volume de pouvoir avoir une imagerie de l'ensemble du cœur. Enfin, la perfusion corps entier, on peut imaginer l'utiliser un peu pour tous les organes. Ici, je vous ai mis une imagerie hépatique. Le pancréas, ça marche très bien. Le rein. Donc, dans chacun de nos spécialités, on peut développer avec une irradiation acceptable, ou en tout cas équivalente à ce qu'on fait actuellement avec nos scans un peu plus anciens, une imagerie fonctionnelle, hépatique ou autre. Le problème que je vois au développement de toutes ces techniques, c'est qu'on peut acheter ces beaux scanners-là, mais à qui on va pouvoir faire bénéficier cette imagerie? Le problème, c'est justement définir qu'est-ce qu'on a besoin en réalité dans en fonction de là où on est, un CHU, en hôpital, plus petit hôpital, en secteur libéral, dans une grosse structure, dans une petite structure. Il y a un vrai problème de défi actuellement de choisir le bon scanner qui s'adresse à la population que l'on va traiter pour savoir si on peut le rentabiliser. En tout cas, rentabiliser les images qu'on va faire, est-ce qu'on va utiliser vraiment la possibilité que nous donne le scanner. Alors bien sûr, il y a une veille technologique, donc l'intérêt d'innovation dans les CHU, mais il n'y a pas de tarification adaptée. Donc on a un gros problème de rentabilité si vous achetez ça pour faire des suivis
des suivis, enfin, ou du dépistage dans un endroit où vous n'avez pas beaucoup de scanners, c'est peut-être pas très, très intéressant. Et puis il faut justifier vis-à-vis de la collectivité médicale. Donc, quand on va défendre au CHU, même au CHU, vis-à-vis de nos confrères en disant ça va coûter beaucoup plus cher qu'un scanner standard, ils grognent un peu parce qu'ils disent mais ça veut me dire que moi je vais avoir moins de sous. Donc ça c'est toujours un petit peu embêtant. Et puis pour que ce soit à l'hôpital mais en clinique, je pense que c'est exactement la même chose. Il va falloir définir, là j'appelle à l'ARS, d'envisager de modifier un peu les cotations de temps en temps quand on fait de l'innovation technologique, parce que là je ne vois pas bien comment on peut rentabiliser ces scanners qui sont 2 à 3 fois plus chers que les scanners actuels. Merci.